Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice de contrepoint. Ce sera toujours un contrepoint de première espèce, c'est-à-dire une note contre une note, mais cette fois-ci on va être un petit peu plus libre puisqu'on va se permettre les répétitions et on va se permettre des changements de rythme. Donc vous voyez dans le chant donné il y a des rondes, des blanches, des noires, ce qui va donner un aspect un peu plus musical à l'exercice. Euh, on peut appeler ce type de contrepoint première espèce non stricte, ou première espèce étendue, si on veut. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rapproche un petit peu du style de la Renaissance. La Renaissance, c'est vraiment la période qui suit le Moyen-Âge, et c'est là qu'on pose les fondations de la polyphonie, et le XVIe siècle va être considéré comme l'âge d'or du contrepoint. Évidemment, le contrepoint n'est pas limité au XVIe siècle. La musique baroque en est pleine, on peut aussi en trouver dans la musique classique, dans la musique romantique, et même au XXe siècle. Hein, si on prend des compositeurs comme Bartók ou bien Stravinsky, on a beaucoup de contrepoints, mais évidemment, l'écriture sera complètement différente et on reconnaîtra bien la différence entre un Bartók et une composition du XVIe siècle. Mais bon, voilà. Là, ça me tient à cœur de ne pas se limiter à des exercices purement techniques, mais essayer d'aller chercher un petit peu plus de musicalité. Alors, comme d'habitude, je vous invite à recopier l'exercice, à prendre le temps de bien le regarder, bien l'écouter, le jouer, le chanter, si vous voulez. Et si vous voulez m'envoyer vos versions, je les corrigerai dans une vidéo. Alors, je rappelle juste un petit peu les principes de l'écriture du contrepoint. J'ai dit les règles dans une autre vidéo. J'aime pas trop cette idée de règles. Ça donne un aspect un peu cloisonné, un peu dur à l'écriture. En fait, c'est plutôt des usages, des principes, un peu comme des trucs et astuces que les compositeurs ont trouvés avec l'histoire, avec le temps, avec la tradition et avec l'empirisme. Hein. La musique, c'est vraiment une histoire d'empirisme. C'est tiens, j'ai trouvé quelque chose qui sonnait bien. Ah oui, ça sonne un petit peu dur, on va l'éviter. Et donc je le transmets, un petit peu comme tous les autres arts, la cuisine, l'architecture, etc. Alors, je rappelle donc ces quelques principes. D'abord, la différence entre consonance et dissonance. Dans les consonances, on a la tierce, la sixte, la quinte, l'octave, et bien sûr l'unisson. Évidemment, un unisson est une consonance complètement parfaite, puisque c'est la même note. La tierce, la sixte, la quinte et l'octave. Parmi ces consonances, on a des consonances qui sont plus ou moins parfaites, c'est-à-dire plus ou moins fortes. La quinte et l'octave sont des consonances parfaites. Et la tierce et la sixte sont des consonances imparfaites. Alors pourquoi parfaites, imparfaites? Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus belles ou moins belles et que les tierces et sixtes sont moins belles et doivent être moins utilisées. En fait, ça veut simplement dire que la tierce et la sixte sont moins consonantes que les quintes et les octaves. Ne parlons pas de l'unisson, parce que là, c'est même pas une consonance, enfin, c'est la même note. Pourquoi? Parce que c'est des raisons acoustiques. L'octave, évidemment, c'est la même note. Et la quinte, c'est une harmonique du son. C'est-à-dire que quand on joue un Do, par exemple, dans le son Do, il va y avoir la fréquence du sol. Un petit peu comme les couleurs sont contenues dans la lumière blanche. C'est pareil avec les sons, ce qui fait que la quinte donne vraiment l'impression d'être collée à sa note, quoi. Si je joue un Do, le sol est vraiment très, très lié au Do. C'est pour ça qu'on dit que c'est une consonance parfaite. Les dissonances, quant à elles, sont la seconde, la septième et la quarte. Alors, on m'a beaucoup posé la question de savoir pourquoi la quarte était considérée comme une dissonance. J'y ai répondu dans la vidéo précédente. En fait, il faut bien comprendre que dissonance ne veut pas dire moche. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc j'ai vu certains dans les commentaires quasiment se vexer de ne pas pouvoir utiliser des dissonances. Ah, attendez, on peut utiliser des dissonances, évidemment, c'est même ça qui va faire tout le sel de la musique. Et la quarte, dans le contrepoint, est considérée comme une dissonance.
Mais on verra qu'il y a plusieurs exceptions à ce principe-là. Alors pourquoi c'est une dissonance? Tout simplement parce que elle appelle beaucoup la tierce. Si je joue par exemple une carte, déjà c'est un intervalle très dur, et puis ensuite, elle appelle la tierce, donc si je joue Fa Si, le Si est vraiment à un demi-ton, le Si bémol, hein. Le Si bémol est un demi-ton du La, donc il est tendu vers le La, ce qui fait que cet intervalle de carte va faire un effet de retard ou d'appui sur la tierce. C'est pour ça qu'on considère que c'est une dissonance. Évidemment, tous les intervalles augmentés et diminués sont des dissonances. Donc la quarte augmentée, la quinte diminuée, qui sont finalement le même intervalle, la seconde augmentée, sont des dissonances. Alors je joue la quarte augmentée. C'est le fameux triton qu'on appelait Diabolus in Musica. Et la quinte diminuée, c'est pareil, hein. Le triton est proscrit dans le contrepoint. La septième diminuée, la seconde augmentée, si je fais par exemple Fa Sol dièse. Évidemment, comme ça n'a pas beaucoup de sens de vous jouer les intervalles, puisque la seconde augmentée, ça sonne comme la tierce mineure. Mais vous verrez que dans la musique, on entend vraiment la différence en fonction du contexte. Donc, on n'utilise pour l'instant toujours pas les dissonances, et on se limite aux consonances. Parmi les consonances, on préfère les imparfaites dans le contrepoint. C'est-à-dire qu'on va éviter de trop utiliser les consonances parfaites, la quinte et l'octave. On peut les utiliser, on va les utiliser, mais avec parcimonie. Une autre règle qui concerne les consonances parfaites, c'est qu'on y va toujours par mouvement contraire ou oblique. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de mouvement oblique, donc il ne faut surtout pas y aller par mouvement direct. Qu'est-ce qu'un mouvement direct? Si j'ai par exemple Sol, Ré, et que je veux monter le Sol au La, voilà, j'obtiens une octave, La, mais c'est une octave qui est obtenue par mouvement ascendant des deux voix. Et donc c'est un mouvement direct. Alors ça, c'est proscrit en contrepoint. En harmonie, on peut l'utiliser quand on a de nombreuses voix, mais en contrepoint, on ne l'utilise pas. Il faut veiller à y arriver seulement par mouvement contraire. C'est-à-dire, si je fais Do, Mi, par exemple, et que je descends sur le Si bémol, le Mi monte sur le Fa, j'arrive sur la quinte, mais la voix du haut monte, la voix du bas descend, donc c'est un mouvement contraire, et ça, c'est tout à fait acceptable. Donc, mouvement contraire. Voilà. Alors, dans le contrepoint aussi, on commence systématiquement par l'unisson, l'octave ou la quinte, par une consonance parfaite, et par contre, on finit tout le temps par l'octave ou l'unisson. C'est-à-dire qu'on finit sur la même note, en tout cas à deux voix, ou l'octave, mais finalement, c'est un peu pareil. Au niveau des principes mélodiques, je rappelle, on évite les grands sauts. Quand on a un saut d'un côté, on essaye de compenser ce saut en revenant par mouvement conjoint dans l'autre direction. On essaye de ne pas enchaîner les sauts. Par exemple, si je descends La, Ré, ça fait un saut de quinte. Si en plus je continue un saut de quinte sur le La en bas, un saut de quarte, pardon, ça fait trop au niveau mélodique. Il faut imaginer que c'est vraiment une mélodie qui est faite pour la voix et pour être chantée. Et ça, pour un chanteur, c'est difficile, c'est désagréable à chanter. Et donc, on essaye de bannir les sauts. Il y a un saut qui est un peu bizarre, mais qui n'est pas pratiqué du tout, c'est la sixte majeure, par exemple. La, Fa dièse. Bizarrement, la sixte, en général, on ne permet que la sixte mineure en saut, pas la sixte majeure. Bon, là, on n'aura pas forcément l'occasion de rencontrer des sixtes majeures, mais voilà, je tenais aussi à le dire. En mélodie, on n'utilise pas d'intervalle dissonant augmenté ou diminué. Par exemple, si j'ai La, je ne vais pas aller au Ré dièse. Ça fera une quarte augmentée. Enfin, une quarte augmentée, oui.
Ça, on l'entend beaucoup dans la mélodie. Donc on évite les quartes augmentées, les tritons dans la mélodie. Que dire d'autre? Oui, on va un peu éviter de trop répéter les notes aiguës et les notes graves. On peut les appeler les sommets et les vallées. Si j'ai un sommet, par exemple une mélodie qui va sur Mi, mon point culminant sera Mi, je vais éviter de trop aller sur le Mi. Ça va créer beaucoup trop de tension dans la mélodie, ça va manquer d'équilibre. Idem pour les notes graves, si je descends sur le Ré, mon point bas sera un Ré. Si je vais trop sur le Ré, ça va être une mélodie déséquilibrée, un peu sombre, un peu basse. L'idéal, c'est de rester dans le médium et d'aller quelquefois sur mon point haut, d'y revenir peut-être, mais pas trop. On évite aussi de faire des mouvements répétés qui donnent l'impression de stagner. Si je fais Sol, La, Sol, La, Sol, La, vous voyez, c'est un peu rébarbatif. Ça donne vraiment l'impression d'une stagnation dans la mélodie, donc ça, on évite aussi. Enfin voilà, je vais éviter de trop m'appesantir sur ces principes-là pour qu'on fasse vraiment de la pratique. Alors je répète, mais recopiez-le, jouez-le, chantez-le. Je vais le jouer pour ma part, parce que je vais jouer la main gauche. Je le rejoue. Voilà. Donc on voit que c'est une mélodie qui repose sur des valeurs plutôt longues, hein, des blanches et des rondes. Souvent dans le style Renaissance, on aura beaucoup de longues valeurs. Il peut nous arriver de voir des rondes carrées, comme à la fin, qu'on appelait la brève à la Renaissance, des doubles, des rondes carrées pointées. Donc voilà, il ne faut pas se laisser intimider par ces valeurs-là. Finalement, la pulsation était juste un peu plus large. Donc là, on pense à la blanche. Et c'est parti pour l'écriture de notre contrepoint. Alors, j'ai le Fa qui va monter sur le Si bémol. Bah, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, juste, je vais mettre l'intervalle, Fa, La, tierce. Je vais faire un mouvement contraire vers une consonance imparfaite, donc par exemple la sixte. Si, Sol. Écoutez. Là, ça rend plutôt bien. À noter qu'on a un mouvement de quarte ici sur le chant, donc c'est intéressant. Peut-être qu'on va pouvoir le limiter après. Alors, le Si descend sur le La, donc j'ai une sixte. Je peux faire une sixte parallèle. Sixte. Et le Ré descend sur le La descend sur le Ré. Qu'est-ce que je peux faire avec la voix du haut? Bah, pourquoi pas une autre sixte? Ré, Si. Alors, c'est vrai que j'avais dit qu'on évitait les sauts, mais là, vous voyez, j'ai un mouvement de quarte en bas. J'aime bien avoir un mouvement de quarte en haut pour imiter. Un des grands principes de l'écriture du contrepoint, c'est l'imitation. C'est très joli parce qu'on va entendre un motif à la... On va entendre un motif à la basse, et puis juste après, on entend le même motif répété au soprano, donc c'est toujours intéressant. Je joue. Le Fa si à la basse est suivi par le Fa si au soprano. Voilà, ça c'est toujours intéressant à bien repérer. Comme j'ai une valeur pointée sur le Sol, je vais faire un mouvement de quarte en haut.
j'ai Sol, Sol, Fa, blanche pointée noire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose sur le Sol et mettre plutôt une noire pointée, croche. Ça reste de la première espèce parce que je reste sur le Sol, mais je fais un petit peu allusion avec ce rythme pointé au rythme pointé du premier. Si ce n'est que c'est pas exactement la même durée, enfin c'est même pas du tout la même durée, parce qu'on a blanche pointée noire, qui est finalement 2 fois plus long que noir pointée croche. Ce processus mélodique, le fait d'accélérer le rythme, de transformer une blanche pointée en noir pointée et la noire en croche, ça s'appelle une diminution. Et ça, on va en avoir plein, plein, plein dans la musique de la Renaissance et dans la musique baroque. Alors je joue ce qu'on a eu depuis le début. On continue l'exercice. On a le mi bémol. Là, j'ai une ronde. Donc c'est un moment d'articulation de ma mélodie. On pourrait presque dire une cadence. C'est pas vraiment une cadence parce qu'on n'a pas de repos juste après. Mais quand même, je vais un peu la traiter comme une cadence. C'est-à-dire un point d'articulation de ma mélodie, un point où ça respire. Hein, vous voyez que j'ai des blanches, des noires, et ici une ronde au milieu, donc mi bémol, puis ré. Là, c'est quand même un moment un peu clé, un peu central. Et on voit que ça fait un demi-ton descendant. Alors, cette formule du demi-ton descendant sur une cadence, on appelle ça la cadence phrygienne. Alors, la cadence phrygienne, P-H-R-Y, G-I-E-2-N-E, ça vient du mode phrygien, qui était le mode de mi. Et pourquoi on dit que c'est le mode phrygien Parce que le mode de mi fait mi-fa au début, un demi-ton au début du mode, et donc toutes les cadences qui descendent sur un demi-ton font penser à ce mode de mi, qui est le mode phrygien. Alors pourquoi ça s'appelle phrygien? C'est parce qu'au Moyen-Âge, les théoriciens de la musique ont réemprunté des noms grecs au mode. En fait, ce n'est pas les vrais noms grecs, mais ils ont donné des noms grecs qu'on utilise encore. Hein. Si on fait du jazz aujourd'hui, on va souvent parler du mode phrygien et des autres modes, le lydien, mixolydien, etc. Donc, tout ça pour dire, j'ai un demi-ton descendant, et ça, je vais pouvoir l'harmoniser très souvent par un ton ascendant qui termine sur l'octave. C'est-à-dire, j'ai Ré, je vais aller sur le Ré, donc l'octave, et je vais monter d'un ton à partir, avec le soprano, contre ce demi-ton. Je vais jouer un Do. Je vais avoir Mi-Do, qui va être une sixte, suivie par l'octave. Et c'est une cadence phrygienne parce qu'on a un ton qui monte, donc un ton, et un demi-ton qui descend. Donc ça, c'est un motif qu'il vous faudra repérer dans la musique, c'est toujours intéressant. Et c'est un moyen assez facile. Quand on a une basse ou un soprano qui fait un demi-ton descendant comme ça, on peut penser immédiatement à monter d'un ton de l'autre côté. Alors pour les débutants, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout ça, ça va venir avec la pratique. Vous auriez pu l'harmoniser autrement. Hein. Dans les exercices, vous pouvez très bien l'harmoniser différemment, il n'y a pas de problème. Alors par contre, je vais utiliser encore une valeur pointée, donc faire une blanche pointée et une noire qui va monter sur le Ré. Voilà, c'est toujours plus intéressant que de faire 2 rondes simultanées. Je rejoue tout ce que j'ai fait. Vous entendez bien cette cadence phrygienne? Voilà, c'est assez beau, ce mouvement-là, d'un ton contre un demi-ton.
Là, je vais aborder la deuxième partie du contrepoint. On voit que finalement, j'ai quasiment une deuxième phrase qui commence sur Ré aigu. Donc finalement, j'ai pas eu tort de traiter la fin de cette mesure comme une cadence. Alors, avant de se lancer tout de suite dans la suite du contrepoint, on va aller directement au niveau de la fin, au niveau de la cadence. Et on voit qu'il y a un motif mélodique, La, La, Sol. Donc si mon Sol est mon premier degré, mon La va être mon deuxième degré, donc 2, 2, 1. Ça, c'est ce qu'on appelle une cadence du ténor. Pour ceux qui ne connaissent pas cette cadence, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les cadences de contrepoint, qui s'appelle 4 cadences. Donc ce motif, La, Sol, ça peut être Ré, Do si je finis par Do, ça peut être Sol, Fa si je finis par Fa. Cette cadence-là s'harmonise souvent par une autre cadence. Donc on va terminer de toute façon sur Sol, puisque ça va être l'octave. Et la cadence par laquelle on va se terminer, c'est un mouvement contraire qui est, pour l'instant je mets une ronde, Fa dièse Sol. C'est-à-dire le demi-ton ascendant final. Puisque là, j'ai ma tonique, mon Sol, le Fa dièse va être le 7e degré, on appelle ça la sensible. Donc sensible tonique, Fa dièse, Sol, ça fait ce qu'on appelle une cadence du soprano, ou cadence du cantus. En fait, ces cadences, on les appelle ténor, cantus, alto, basse, mais on peut les utiliser à n'importe quelle voix. On peut très bien utiliser une cadence du ténor au soprano, une cadence du ténor à la basse, comme c'est le cas ici. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ça fera un mouvement contraire qui est très intéressant. Donc c'est déjà bien, quand vous écrivez vos contrepoints, allez voir tout de suite les cadences, mettez-les, comme ça vous donne déjà vos points d'articulation, ça vous évite d'avancer à l'aveugle, vous savez où vous voulez aller. Moi, quand je fais du contrepoint, j'essaie toujours d'aller voir en premier mes cadences, comment je vais pouvoir terminer, puis après, finalement, j'ai plus qu'à remplir, c'est pas très élégant, mais c'est un petit peu ça quand même. Je joue cette partie de cadence, ma cadence du ténor et ma cadence du soprano, et les deux ensemble. Voilà, on a la sixte qui aboutit sur l'octave par mouvement contraire. Donc ça, c'est parfait. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est vraiment on retrouve ça dans le contrepoint à deux voix, on le retrouve tout le temps. Littéralement, une fois sur deux, on l'a. On va remonter un petit peu pour faire le début de la phrase. On a un saut d'octave à la basse. Et là, ce que je vais faire, c'est un La, donc un saut dans l'autre direction, pour aboutir à la quinte. Donc là, on a un enchaînement de consonances parfaites. C'est pas forcément le mieux, mais il est obtenu par un mouvement contraire. Donc ça va. Ça monte, ça descend, c'est mouvement contraire. Je rappelle que j'aurais pas pu faire de mouvement direct, c'est-à-dire les deux montent ou les deux descendent. Et surtout pas, attention, je ne l'ai pas rappelé, mais ça c'est vraiment, si vous avez suivi la première vidéo, normalement vous savez ça, surtout pas de 2 octaves parallèles, ou de quintes parallèles. Je ne vais pas faire Ré-Ré à l'octave, je ne vais pas monter au Ré. Ça ferait 2 octaves complètement parallèles, et ça c'est le pire qu'on puisse faire dans le contrepoint. Donc là, Ré-La, ça fonctionne. Je vais faire pareil, une blanche pointée. J'ai un Ré qui est répété là. Je ne vais pas le répéter à ma voix du haut. Je vais monter sur le Si bémol pour faire une sixte. Et je vais descendre en sixte parallèle. Si, La, Sol. Pourquoi je descends en sixte parallèle? Puisque je sais où je veux aller. Je veux aller au Fa dièse. Donc il me faut un moyen conjoint de descendre vers le Fa dièse.
C'est pour ça que c'est utile d'aller tout de suite voir les cadences, parce que ça peut nous donner une direction dans la mélodie. Des fois, c'est pas évident de savoir où on veut aller. Donc sixte, sixte, sixte. À ceci près que j'avais dit dans le contrepoint strict qu'on évitait de trop mettre d'intervalles parallèles, c'est-à-dire qu'on évitait de trop mettre de sixtes parallèles. On se limitait à 3. Là, j'en ai 4, donc je vais essayer de trouver un autre moyen d'harmoniser ça. Alors en fait, je ne vais pas toucher à ma descente de sixte, mais je vais aller ici, et je vais jouer d'abord un La, hop, qui va m'amener sur une octave, La, et mon Fa dièse va tomber sur le deuxième temps. Je fais qu'en fait, on a la répétition de la note La contre La, puis La contre Fa dièse, sixte, Sol. Effectivement, là, je ne suis plus vraiment note contre note, mais imaginez finalement qu'on a 2 La ici, donc on a encore techniquement de la première espèce. Hein. C'est juste que là, on va faire un petit truc rythmique qui va donner l'impression de quelque chose d'un peu syncopé, mais on reste sur quelque chose d'assez élégant. Et voilà mon contrepoint. Je vais le jouer, donc je joue toute la mélodie qu'on a écrite ensemble. Comme vous voyez, ça sonne plutôt bien, il n'y a pas trop de sauts, il y a des mouvements assez conjoints, c'est équilibré, on va sur le Ré, mais on y va une fois. C'est vraiment dans le style de la Renaissance. Et on voit nos cadences, donc le Do, Do, Ré, et puis le Fa dièse Sol. Voilà, qui sont nos cadences. Je joue maintenant les deux en même temps. Je rejoue. Pardon. Et voilà mon petit contrepoint, un peu étendu, un petit peu plus libre. Le principe d'écriture reste exactement la même chose que dans l'exercice précédent. Simplement, on peut s'autoriser un peu plus de liberté au niveau du rythme, au niveau de la musicalité. Et on voit apparaître la notion de cadence, puisqu'on ne l'avait pas dans l'exercice précédent, à part à la fin. Mais là, on en a une un petit peu au milieu. C'est toujours intéressant d'identifier ces points-là d'articulation de ma mélodie. Maintenant, c'est à vous. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer dans la vidéo précédente, c'est votre tour. Vous pouvez recopier ce chant, essayer de le faire par vous-même, et envoyez-le moi à l'adresse mail que j'ai mis dans la description. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous remercie encore pour votre accueil, pour tous vos messages, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce vers le haut s'il vous plaît, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un prochain exercice.